Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le candidat de Djibouti présente ses principales priorités. C'est élu président de la Commission de l'Union africaine. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ONU Guterres souhaite des sièges africains permanents au Conseil de sécurité. Par là, nous commençons par le titre. Majala Africa s'est imposé comme un événement marquant, révélateur des enjeux cruciaux qui traversent notre continent à l'heure où se profile l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Ces débats qui s'est tenu hier au siège de l'Union africaine à Addis Abeba a captivé l'attention d'un public avisé. Les détails dans cette séquence, tant en République de Djibouti qu'est parmi la diaspora, grâce à une diffusion en direct sur divers médias. Trois figures éminentes se sont affrontées sur plateau. Mahmoud Ali Youssouf, éloquent ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Raila Odinga, ancien Premier ministre du Kenya, et Richard, ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar. Chacun, armé de son expérience, ses ambitions, ont eu l'opportunité de partager sa vision pour un continent en quête de renaissance, façonnant ainsi un discours en adéquation avec l'agenda de développement continental 2063. Le format du débat conçu pour favoriser l'interaction et l'échange a permis d'établir un dialogue fécond entre les candidats, le public, sous l'égide d'un panel indépendant représenté par l'ambassadrice d'Éthiopie, Mme Georgis. Les questions ont été soigneusement élaborées en 4 volets, abordant des thématiques essentielles telles que la paix, la sécurité, la gouvernance démocratique, l'intégration économique. Ces cadres ont permis à chaque candidat de dévoiler ses propositions tout en répondant aux préoccupations pressantes des citoyens africains. Le débat n'a pas seulement été un joute verbal, il a constitué une réflexion profonde sur les défis contemporains. Les candidats ont été appelés à articuler leur vision face à une Afrique en proie à des crises multiples, conflits armés, dérèglements climatiques, inégalités persistantes. Leurs réponses empreintes de conviction ont résonné comme un appel à l'action, invitant à la solidarité, à l'unité face à l'adversité. Dans un souci d'inclusivité, le débat a été diffusé sur le site de l'Union africaine avec interprétation simultanée dans les 6 langues officielles et sur les réseaux sociaux. Cette démarche a permis de toucher un large public, transformant ainsi l'événement en un véritable forum démocratique. Le choix de rendre ce débat accessible à tous témoigne d'une volonté de transparence et d'engagement envers une population avide de participation. Rappelons que Majala Africa ne se limite pas à être une simple plateforme de discours. Il s'agit d'un moment charnière pour l'émancipation démocratique du continent. Alors que le mandat de Moussa Faki Mahamat approche à son terme, l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine prévue pour février 2025 se profile comme une étape cruciale dans l'histoire de l'Union africaine. La présence d'officiels djiboutiens au débat Majala Africa d'hier soir, dont la ministre de la Femme, Mme Mouna Ousmane Aden, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et les collaborateurs du président de la République, dont la conseillère diplomatique Mme Fathia Jam'oudine, le conseiller en communication M. Neguib Ali Taher et les ambassadeurs Moussa Mohamed et Guélé Idriss Omar et de nombreux diplomates à Djibouti, a souligné l'importance de cet événement pour la nation. À travers ces débats, les voix des candidats ont résonné non seulement pour défendre leurs idées en avenir commun. Encore une fois, il convient de rappeler que le débat Majala Africa a servi de miroir aux aspirations du continent. Eh bien, dans ce le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, candidat de Djibouti à la présidence de la Commission de l'Union africaine, face à 2 hommes politiques anciens, à savoir le Premier ministre du Kenya et l'ancien ministre des Affaires étrangères, a marqué l'assistance de tous ceux qui ont suivi le débat. Écoutons-le. Avance. L'Afrique s'organise et l'Afrique se positionne sur la scène internationale. L'Afrique que nous voulons intégrer, pacifique et prospère, c'est d'abord le choix de nos peuples avant d'être le choix de nos dirigeants. Les pères fondateurs de l'OUA en 1963, à nos dirigeants d'aujourd'hui, qui ont institué l'Union africaine il y a plus de 20 ans, jusqu'aux citoyens lambda, le panafricanisme est ce qui nous rassemble et consolide notre diversité et cimente l'unité du continent. En adoptant l'agenda 2063,
et en posant les jalons des 5 plans décennaux. Pour réaliser ces objectifs, l'Union africaine s'est donné la feuille de route pour y arriver. La Commission de l'Union africaine a la responsabilité d'orienter, de coordonner et de mettre à exécution les décisions des organes décisionnels. Si je suis élu à la tête de la Commission, je m'engage à rehausser le niveau de performance et de mise en œuvre de nos actions communes, estimées seulement à 37% à l'issue du premier plan décennal 2013-2024. En matière de paix et de sécurité, la prévention et l'alerte rapide, à travers le système continental d'alerte rapide, fera l'objet d'un renforcement concerté. Le Conseil de paix et de sécurité devra être plus proactif et les États membres en portent une responsabilité indéniable. Le comité des sages devra obtenir les moyens de continuer efficacement son travail de médiation. J'agirai de sorte que les ressources nécessaires soient mobilisées afin de rendre réellement opérationnelles les forces en attente et je plaiderai pour une flexibilité dans l'utilisation des ressources du Fonds de la paix. Je poursuivrai avec les instances compétentes les réformes non mises en application à ce jour. Je travaillerai à mobiliser et diversifier les sources de financement pour les programmes de l'Union et je m'attellerai à la tâche d'autonomiser financièrement l'Union africaine. L'intégration passe par le commerce et le commerce intra-africain doit aller au-delà des 18% affichés à ce jour. Je travaillerai à la levée des barrières non tarifaires et faciliter la libre circulation des biens et des personnes. La place de l'Afrique sur la scène internationale sera l'une de mes priorités. Je serai la voix écoutée de l'Afrique à travers le monde. La transformation de notre continent se fera avec notre jeunesse et nos femmes et notre diaspora par les moyens du savoir, des techniques et des technologies en agriculture, en industrie et dans les services. L'Afrique que nous voulons, mesdames et messieurs, est l'Afrique de la paix, de l'intégration et de la prospérité, passe d'abord par la volonté politique des États, par la solidarité agissante africaine et grâce à l'adhésion de nos peuples. Devant vous ce soir, devant des millions d'Africains, je prends l'engagement d'assumer la responsabilité qui me sera confiée si je suis élu pour faire en sorte que notre continent brille sur la scène internationale. De la retour à Djibouti, où en l'instar de l'hôpital régional d'Ali Sebié, celui d'Arta, c'est au tour des régions du Nord, se doter désormais d'un hôpital régional flambant neuf et de haut standing. Tel est l'objectif principal qui s'est fixé le ministère de la Santé et le gouvernement de Djibouti. C'est un reportage de la rédaction. Tadjoura, la ville blanche, va bientôt accueillir un hôpital régional flambant neuf qui desservira les populations des deux régions du nord du pays, à savoir Tadjoura et Obok. Cet hôpital va répondre aux besoins des populations en termes de santé et toutes les prestations sanitaires seront octroyées ici aux populations qui vont bénéficier donc de tous ces soins et toutes les structures et toutes les infrastructures seront mises en place pour bien sûr le grand bonheur des habitants du nord du pays qui n'auront plus besoin de se déplacer vers la capitale pour les besoins en santé. Dans ce reportage, nous essaierons de répondre aux questions du genre à qui bénéficiera cet hôpital, quelles étaient bien sûr les difficultés rencontrées par les habitants de ces deux régions du nord du pays et qu'est-ce que vraiment concrètement cet hôpital propose aux habitants des deux régions du nord du pays. Reportage. Permettre l'accès à des soins de qualité pour les populations des régions de l'intérieur. Tel est un des objectifs principaux que s'est fixé le ministère de la Santé et le gouvernement de Djibouti en général. À l'instar de l'hôpital régional d'Ali Sebié et de celui d'Arta, c'est au tour des régions du Nord de se doter désormais d'un hôpital régional flambant neuf et de haut standing.
De son appellation CMH ou Centre médico-hospitalier, l'ancien hôpital de Tadjoura ne répondait pas aux besoins sanitaires des habitants de la région et ces derniers n'avaient pas d'autre choix que de se déplacer vers la capitale. Tadjoura disposait auparavant un centre médico-hospitalier. Ce centre, par exemple, si je vous donne quelques chiffres, avait à peu près par année 1000 consultations, 60 accouchements, mais surtout cet hôpital évacuait tous les 2 jours des patients vers Djibouti. Ressentant les difficultés de la population face à ce manque crucial d'infrastructures sanitaires adéquates, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'était rendu à Tadjoura pour s'enquérir des besoins de ses compatriotes, en rencontrant et faisant le point de la situation avec le docteur Ahmed Robleh Abdilleh, qui occupait à l'époque le poste de médecin-chef du CMH de Tadjoura. En 2021, que le président de la République va procéder à la pose de la première pierre du futur hôpital régional de Tadjoura. Et c'est ainsi que les travaux seront lancés. Il est à noter d'emblée que la construction de ce projet s'inscrit étroitement dans le cadre de la vision du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en matière de santé. Cet hôpital pourra non seulement satisfaire les besoins d'accès aux soins médicaux de la population dans la région de Tadjoura, mais aussi couvrir les autres régions du Nord, telles qu'Obok, et facilitera considérablement l'accès aux soins médicaux des populations de ces régions. Cet hôpital, offert par le gouvernement de la Chine au peuple djiboutien sous forme de don, est le second du genre, après l'hôpital régional d'Arta. Cette nouvelle structure sanitaire de dernière génération vise à soutenir le gouvernement djiboutien dans ses efforts de renforcer les infrastructures sanitaires et de réaliser l'objectif louable d'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Construit sur une superficie de 4132 m², cet hôpital est un hôpital général avec une capacité de 50 lits, disposant de services divers tels que les services d'urgence, de médecine générale, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, de pédiatrie, de laboratoire, un service radiologie, échographie et des salles d'opération. Il faut rappeler que les gens devaient se rendre à Djibouti pour tout type de maladies, c'est-à-dire tout ce qui est accidenté, tout ce qui est les gens qui doivent se faire opérer, les femmes avec des complications obstétricales devaient se rendre à Djibouti et ils devaient passer par la route d'El Rassal qui était très très difficile, surtout pour les femmes enceintes ou bien les personnes qui sont déjà blessées ou qui ont des pathologies. Cet hôpital va combler tous ces besoins. La construction de cet hôpital moderne à Tadjoura permettra sans nul doute de mettre fin au déplacement des malades et autres blessés des accidents vers la capitale. L'avènement de l'hôpital régional du Nord s'inscrit dans la ligne politique tracée par le chef de l'État. Un exemple de la coopération gagnant-gagnant que notre pays entretient avec la Chine. Un mot de remerciement à l'endroit du président de la République et de son gouvernement et à l'endroit de la population, surtout que l'hôpital est pour eux. C'est l'hôpital que les Chinois nous ont construit, c'est un bijou de technologie. C'est-à-dire que pratiquement, les matériels qui sont mis, ce sont des derniers cris. Donc, il va falloir qu'on essaie de les préserver, de les conserver, surtout de très bien l'entretenir. C'est très très important. Notre équipe de reportage est partie à la rencontre des habitants de la ville blanche qui n'ont pas hésité à faire étalage de leur enthousiasme. Nous remercions chaleureusement le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Les 2 régions du Nord attendaient avec impatience cet hôpital. La construction de cet hôpital est une délivrance et une bouffée d'oxygène pour nous tous. Nous étions obligés de nous déplacer vers la capitale pour nous soigner. Dorénavant, cela se passera ici même, chez nous. Tous les habitants du Nord, surtout ceux de localités, seront soulagés. Plus personne n'ira à la capitale puisque tous les soins leur seront prodigués sur place. Cet hôpital est une des promesses du chef de l'État. C'est une réalité incontournable aujourd'hui. Le ministère de la Santé a fait de la santé pour tous son cheval de bataille puisque les avancées et les réalisations dans ce domaine sont notables et ne cessent d'évoluer d'année en année. Pour plus de précision, suivons les explications du ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdilleh. Cet hôpital régional va couvrir les régions de Tadjoura et d'Obok. Cet hôpital est un hôpital moderne, équipé et qui présente tous les services que répondent un hôpital de 3e niveau. Et cet hôpital
aura toutes les ressources humaines nécessaires. Et dès l'ouverture déjà, tous les principaux services ou départements de l'hôpital vont travailler et vont rentrer en fonction. C'est la vision du chef de l'État pour améliorer sans cesse les prestations que le ministère de la Santé offre aux populations, surtout aux populations les plus reculées. La construction de cet hôpital va améliorer à coup sûr le quotidien de ces populations qui pourront désormais se soigner chez eux. Cette prouesse technologique a été possible grâce à l'amitié entre Djibouti et la Chine. Cette dernière étant prête à renforcer la coopération sino-djiboutienne dans divers domaines, notamment dans le domaine sanitaire, en vue de consolider davantage l'amitié entre les deux peuples et de porter notre coopération à un niveau plus élevé. Eh bien, comme vous le disait notre correspondant qui était sur place, la RTD n'est pas en reste. Elle a mobilisé une forte équipe pour la couverture médiatique de cette inauguration de l'hôpital régional de Tadjoura. Une fierté pour la population du Nord. Toute la population ainsi les autorités régionales sont mobilisées pour préparer la cérémonie d'inauguration de l'hôpital régional de Tadjoura. Un événement qui sera, bien entendu, très attendu et qui verra le jour demain. Les préparatifs de la cérémonie d'inauguration sont finalisés. C'est notre correspondant sur place, Ali Abdoulaye. Les détails avec notre correspondant. Effectivement, Samatar Saïd, nous nous trouvons actuellement en duplex à la ville blanche Tadjoura pour faire vivre les Djiboutiens cet événement tant attendu dans le pays, c'est-à-dire l'inauguration de l'hôpital régional de Tadjoura. Il est important de noter que cet hôpital portera le nom de l'un des premiers docteurs djiboutiens, docteur Burhan Mohamed Arif, tout comme son père des régions sud du pays, en l'occurrence à Ali Sabié, où il est porté du nom de docteur Absié. Ces deux médecins donc, ont été récompensés par la nation pour leurs efforts qu'ils ont mis donc, à profit les Djiboutiens. Vous voyez donc à côté de moi, j'ai le préfet de la région de Tadjoura, M. Hamad Abbas. M. Hamad, vous êtes là ici pour suivre donc de près les derniers avancements et les derniers préparatifs de cet événement qui se tiendra demain, donc sous les auspices du chef de l'État. Parlez-nous donc de ces petits détails et parlez-nous qu'est-ce que cet hôpital apportera aux populations des régions nord du pays. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes maintenant au sein de l'hôpital qui a été baptisé Burhan Mohamed Arif. Et cet hôpital nous apportera beaucoup d'espoir. Il dispose de tous les matériels adéquats pour pouvoir relever les défis auxquels nous sommes confrontés ces dernières années. Aussi, la population attendait cet hôpital depuis fort longtemps et voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir sur ces derniers préparatifs, Samatar. Le moment très attendu, c'est demain où le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, va inaugurer l'hôpital régional de Tadjoura, Dr Burhan Mohamed Arif. Ali Abdoulaye, RTD, Tadjoura. Merci à Ali Abdoulaye qui était l'un de nos équipes correspondants sur place à Tadjoura pour vous faire vivre demain en direct à l'ouverture du nouvel hôpital régional de Tadjoura. De là, nous passons directement à Addis Abeba, à un retour où une délégation djiboutienne conduite par Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, accompagnée des hauts responsables de son ministère, à savoir la conseillère technique de la ministre, la directrice de la famille, la chef des services de l'enfance, la chef des services de la communication, s'est rendue à Addis Abeba en Éthiopie pour prendre part à la réunion de validation du cadre de politique de l'enfance de l'IGAD. Cette politique décrit les efforts ciblés des États membres de l'IGAD pour promouvoir les droits de la protection de l'enfant et dans la région
en concernant sur ces 10 domaines politiques: la protection de l'enfant, l'éducation, la santé, la nutrition de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'environnement et le changement climatique, la protection sociale, la justice, la paix et la sécurité. L'objectif général de cette réunion ministérielle est l'adoption du cadre politique de l'enfance, affirmant que cette politique est équipée pour relever les défis auxquels sont confrontés les enfants dans les États membres et dans la région, conformément aux engagements internationaux, régionaux que ces États membres en matière de droits de l'enfant. Retour à Djibouti, où nous emmenons cette fois-ci à Arta pour parler de la première réunion du comité technique des mémorials de la paix d'Arta. Une étape importante pour un projet historique. Cet événement placé sous la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hiboumine Assoé, a marqué le lancement officiel d'un projet ambitieux et symbolique pour la République de Djibouti, avec un délai imparti, des jours déterminés pour définir les bases solides du projet. La ministre a appelé à une collaboration harmonieuse et l'engagement collectif, à l'enthousiasme des membres pour élever ce défi historique. Elle a conclu son intervention en réaffirmant sa foi dans le succès de cette initiative. L'architecte, M. Farah, elle met en charge de la conception architecturale, du suivi des travaux, a captivé l'assistance avec une présentation détaillée du projet architectural à travers des plans préliminaires. Il a dévoilé les grandes lignes du mémorial moderne. Sa présentation a ensuite des échanges constructifs, des questions éclairantes de la part des membres du comité, un moment fort de la réunion et le visionnage des séquences vidéo remarquant et retraçant les moments clés de la conférence de paix d'Arta de 2000. Ces témoignages des premiers contributeurs ont permis de rappeler le contexte historique et les enjeux de cet événement marquant. Ces images ont servi de base pour guider les réflexions sur les orientations thématiques du mémorial. Le président et le préfet de la région d'Arta, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti et ses principaux collaborateurs, ainsi que les représentants de la présidence, ont félicité pour l'initiative et ont donné leur engagement d'y travailler de concert pour la collecte des données de la réalisation effective du parcours muséal. Cette réunion marque une étape décisive dans la réalisation du mémorial de la paix d'Arta, qui sera non seulement un espace mémoire, mais aussi un lieu de rassemblement et de réflexion. Pour ce rappel, écoutons la ministre de la Culture et de la Jeunesse. Grand plaisir qu'on puisse enfin avoir un comité qui va pouvoir travailler ensemble et de pouvoir présider. Donc je tenais à être présente pour cette première réunion où nous allons pouvoir se connaître et se mettre en accord sur un certain nombre de choses. Donc permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour votre présence et pour votre engagement à prendre part à ce projet de grande envergure nationale, mais aussi régionale. Le mémorial de la paix d'Arta est bien plus qu'un projet infrastructurel. Il incarne tout l'esprit de la ville d'Arta, la paix. Ce mémorial est aussi un livre ouvert de toute l'histoire de la conférence de réconciliation de la Somalie, portée à cœur par tout Djibouti, avec à sa tête le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. C'est un espace vivant où des générations futures, mais aussi présentes, pourront apprécier l'apport permanent de Djibouti à la paix de la région et du monde. Je pense que ça va être même l'une des plus grandes infrastructures, moi je dirais muséales certes, mais académiques. Ça va être vraiment l'université de la paix, nous l'espérons. Je tiens à exprimer ma gratitude à chacun de vous, éminents représentants des institutions nationales, de médias, des collectivités locales et du secteur académique, pour avoir accepté à contribuer à cette mission historique. Votre expertise, vos idées et votre dévouement sont essentiels pour faire de ces mémorials
un des endroits le plus visités au monde. Notre travail, bien que passionnant, est ambitieux et donc ça nécessite une certaine collaboration pour harmoniser le tout. Et en tant que président de ce comité, je m'engage d'instaurer une bonne coordination, à faire en sorte que nos échanges se déroulent dans une atmosphère de convivialité et des contributions participatives. C'est la demande de notre part. Donc je suis convaincue que nous saurons relever les défis qui se présenteront à nous et que nous définirons ensemble, avec beaucoup de succès, les collections d'un mémorial digne de nos aspirations collectives. Je vous souhaite une réunion productive, de travaux enrichissants et, Inch'Allah, une inauguration en présence du président de la République, mais aussi de plusieurs grands officiels qui vont être de la région et du pays, la Somalie, qui vont être avec nous. De là, on passe vers le nord du pays où la région d'Obok a reçu M. Timothy des États-Unis d'Amérique et envoyé spécial pour le Yémen, accompagné de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique pour Djibouti, Mme Cynthia. Était accompagné pour tous par le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Djibouti, M. Philippe Crépy. Ils ont été accueillis à Obok par le préfet de la région et par le secrétaire exécutif de l'ONARS, Kamil, et aussi par le chef de bureau du HCR sur place et les différents notables de la région. Le focus était pour les États-Unis de s'entretenir avec les réfugiés yéménites. Ils ont eu une réunion très riche avec eux, aussi à la présence du préfet et du secrétaire exécutif de l'ONARS, avec qui ils ont eu des discussions très riches. Remercions aussi le gouvernement djiboutien pour la politique des portes ouvertes pour le support aux réfugiés. Après ça, la délégation a fait un tour d'horizon dans le village de Markazi, où ils ont pu donc discuter avec les réfugiés yéménites et des Érythréens et visiter le centre de santé aussi, les salles de classe au niveau de l'éducation dans le village de Markazi. Et par la suite, ils ont retourné dans l'après-midi au niveau de Djibouti. Direction ARTA, où une formation dédiée au leadership et à la sensibilisation communautaire a été organisée en partenariat avec l'Institut national d'administration publique au Sunny Hill Center. Eh bien, cet événement s'inscrit dans le cadre des projets intitulés « Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local de Djibouti ». Ces projets mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones, avec le soutien financier de l'Union européenne, soulignant aussi l'importance de renforcer les capacités locales pour un développement local inclusif et participatif. Les participants ont bénéficié d'une série de modules interactifs et pratiques visant à améliorer leurs compétences en leadership pour un engagement efficace auprès des communautés, renforcer leur rôle dans la sensibilisation des populations aux enjeux du développement local. La formation a permis de consolider les liens entre les acteurs locaux et la société civile, tout en mettant en lumière l'importance d'une gouvernance participative axée sur le besoin des citoyens. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités locales pour favoriser un développement local et durable. Inaugurant aujourd'hui est une composante clé de l'accompagnement des organisations de la société civile djiboutienne portée par l'Association internationale de maires francophones en collaboration avec l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti et financée par l'Union européenne. Cette initiative vise à renforcer les capacités des autorités locales tout en permettant aux organisations de la société civile de jouer un rôle actif dans la conception et la mise en œuvre des plans de développement locaux. Nous vivons une époque où les défis sociaux, économiques, environnementaux exigent des leaders capables d'inspirer, de mobiliser et d'agir avec efficacité
Être leader ne se limite pas à diriger. Il s'agit de comprendre, d'écouter, de collaborer et de veiller les consciences autour des enjeux qui touchent notre société. Eh bien, le préfet de la région a, dans une allocution faite à cette occasion, indiqué l'importance que revêt cette formation. Je vous propose de l'écouter. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à Arta. La formation sur le leadership et sensibilisation communautaire permettra de favoriser la participation de nos concitoyens à la transformation de son environnement en s'impliquant de manière accrue à un meilleur façonnement des lieux bibliques. En effet, pour une gouvernance efficace, les citoyens doivent être au centre, voire acteurs de la politique qui les concerne. Il n'incombe pas uniquement aux politiques, aux élus, de se substituer aux citoyens. Bien au contraire, la part de responsabilité est partagée par les citoyens dans les gestions des villes, des communes ou des régions. Il y a une évolution aujourd'hui. Le constat est clair. Le pouvoir biblique gère mieux son intervention lorsque l'accompagnement de la population qui maîtrise bien le terrain prend en main les actions, car ils connaissent mieux les besoins. Je vous emmène vers le sud du pays où les 16 jours d'activisme a mis l'accent sur la coordination et la mobilisation communautaire dans la lutte contre les violences basées sur les genres. Des activités de sensibilisation, des ateliers de renforcement des capacités et des dialogues communautaires ont été menés dans les différentes régions du pays. Culminant de cet événement final à Dekil, la mobilisation des communautés locales est essentielle pour prévenir et répondre efficacement aux violences basées sur le genre, pour bâtir des sociétés plus sûres, équitable. Pour le chef adjoint de l'USAID, le rôle crucial des initiatives financées par l'USAID dans l'appui aux efforts locaux pour prévenir les violences et soutenir les survivants, tout en rappelant l'engagement continu de l'organisation en faveur de la justice. Cette cérémonie a été marquée par des témoignages inspirants du comité d'exécution, des photos, des groupes et des engagements réaffirmés par les parties prenantes. De USAID, je vous remercie, Monsieur le Préfet et Monsieur le Vice-président, d'être parmi nous aujourd'hui pour clôturer la tournée de l'UNFD en collaboration avec le projet USAID de la société civile dans le cadre des 16 jours d'activisme pour présenter deux activités très importantes, la cartographie des différentes observations qui ont été faites sur le terrain, à savoir les états de lieu des besoins en termes de mécanismes de prise en charge, mais aussi pour la mise en place du futur comité de pilotage du mécanisme de prise en charge au niveau régional. Comme vous le savez, Monsieur le Préfet, Monsieur le Vice-président, depuis quelques mois, en collaboration avec l'UNFD, nous avons lancé la décentralisation du mécanisme de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Nous avons déjà mis en place les bureaux de cellules d'écoute. Aujourd'hui, c'est la deuxième étape, à savoir la formation des membres du comité de ce mécanisme de prise en charge. Et Inch'Allah, dans les semaines à venir, nous entamerons la troisième phase, à savoir la présentation de la plateforme gérée par l'UNFD, la plateforme qui s'appelle JBV AMS, qui permet de suivre d'une manière efficace et directe. Eh bien, dans son allocution, le préfet de la région dit qu'il a salué les efforts collectifs déployés pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, tout en rappelant l'importance de renforcer les partenariats. Écoutons-le. Dans notre société, les violences basées sur le genre est une réalité qui mérite d'être une lutte ou qui mérite d'être éradiquée. Pour cela, le gouvernement djiboutien a déjà mis en place des mécanismes juridiques pour lutter ces violences basées sur le genre. Comme vous le savez tous, il y a des textes qui répriment les violences basées sur le genre. Mais aujourd'hui, on vous a appris pendant ces 2 jours comment prendre en charge les victimes de violences basées sur le genre. Et pour bientôt, Inch'Allah, il y aura une plateforme
des prises en charge des violences basées sur le genre. Cette plateforme vous permettra ou vous facilitera vos actions en tant qu'acteur engagé dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Il y aura une harmonisation de vos actions en partant du médecin ou la personne chargée, par exemple à l'hôpital CMH de Dekhil, d'accueillir la victime de violences basées sur le genre. Après, il y aura les OBJ, la police judiciaire, qu'ils soient gendarmes ou police. Il y aura les représentants du comité de gestion, les représentants de la préfecture. Il y aura un travail harmonisé. Donc, chacun d'entre vous pourra suivre. Eh bien, la coordonnatrice de la plateforme a présenté les avancées réalisées en matière de collecte et analyse des données sur les cas de violences basées sur les genres. Écoutons-la. Permet, messieurs et mesdames, comme vous le savez tous, que les violences basées sur le genre étant une violation des droits fondamentaux liés sur le sexe. Donc, pour répondre à ces besoins-là, Djibouti avait constitué en 2017 un comité multisectoriel qui permet de donner une réponse rapide et efficace. Et cela grâce à un protocole de référence qui a été signé par les différentes institutions, à savoir le ministère de la Femme, le ministère de la Justice, le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur avec l'Union nationale. Il permettait quoi ce protocole? Il permettait de répondre de manière holistique les besoins des victimes basés sur le genre, mais plus efficacement. Mais face à ce besoin, nous avons fait une cartographie dans les régions de l'intérieur, que nous avons terminé aujourd'hui avec au niveau de Dekhil. Cette cartographie nous permettait d'identifier les services de prise en charge de la violence basée sur le genre. Et suite à cela, nous avons projeté aujourd'hui les réponses qui ont été données suite à cette cartographie. Les résultats qui ont découlé nous ont permis d'introduire ce qu'on appelle un paquet de services essentiels à chaque secteur, à savoir le secteur social, composé de l'Union nationale des femmes. On reste toujours dans le sud du pays, mais on change de thème. Santé à présent, où une équipe médicale mobile conduite par le directeur général de l'hôpital régional d'Ali Seblier, notamment Miguel, se sont rendus au village de Holhol pour les consultations aux habitants de cette localité. Cette équipe pluridisciplinaire est qualifiée, composée de médecins généralistes, des infirmiers, des sages-femmes et d'un technicien nutritionniste. Les différentes activités de soins accomplies étaient concentrées sur la consultation des adultes et des enfants. Ces derniers ont été pris en charge par les médecins pédiatres. Les consultations prénatales des femmes enceintes afin de prévenir une grossesse à risque tels que l'anémie sévère et d'autres pathologies liées à d'autres phénomènes. On termine avec une grande considération, sans oublier le dépistage de la malnutrition aiguë, sévère ou modérée. À l'issue de ces consultations, les chefs coutumiers ont tenu à exprimer leur remerciement à l'équipe dirigée par le directeur général de l'hôpital régional, Mohamed Miguel Hassan. Dans le nord du pays cette fois-ci, où le stade Omnisport d'Obok a vibré hier après-midi au rythme de l'ouverture très attendue du tournoi interservice, initiative de la sous-direction régionale d'Obok. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, cet événement qui a été mis en lumière l'importance du sport comme levier d'unité et de cohésion. Cet événement social a attiré un public enthousiaste et rassemblant des représentants des autorités locales ainsi que des cadres sportifs de haut niveau. Parmi les personnalités présentes, on complétait M. Omar Hassan Abdillahi, directeur de région, accompagné de plusieurs responsables du secrétariat d'État chargé des sports ainsi que des figures importantes des administrations locales. Ce tournoi est conçu pour renforcer les liens entre les différents services publics et promouvoir le sport dans la région. Au cours des prochaines semaines, le tournoi verra s'affronter plusieurs équipes représentant divers services publics, organisations locales. Chaque rencontre promet des moments de grande intensité offrant un spectacle
et aux spectateurs l'occasion de célébrer le sport dans toute sa diversité. Dès là, nous passons aux faits divers. Pour clore l'actualité nationale, les autorités douanières, en collaboration avec la gendarmerie nationale, ont saisi une grande quantité de cas de contrebande lors d'une opération menée au niveau de PK51. Cette quantité a été incinérée dans un climat de transparence conformément aux procédures en vigueur pour combattre le trafic et en présence de plusieurs responsables douanières de la région. À leur tête, Suleiman Hassan, chef de la brigade de la douane de PK51, ainsi que les représentants de la gendarmerie. M. Suleiman a salué la coopération fructueuse entre les douaniers et la gendarmerie nationale, soulignant que cette coopération représente un pilier essentiel dans la lutte contre les activités illégales nuisibles à l'économie nationale. Il a précisé que les douaniers et les douanes en sont déterminés à réduire le phénomène de la contrebande de khat et d'autres substances interdites qui ont un impact négatif sur la société et l'économie locale. Dans l'actualité internationale, à Gaza, au moins 33 personnes ont été tuées jeudi soir à la suite d'un carnage perpétré par Israël dans le camp des réfugiés de Nazareth, dans le centre de l'enclave palestinien assiégé de Gaza. Ce nouveau crime intervient au moment où Israël poursuit la destruction du système de santé à Gaza en ciblant les hôpitaux qui sont mis hors de service, en empêchant l'entrée des médicaments et des fournitures médicales dans le cadre du génocide qu'il commet depuis plus d'1 an dans la bande de Gaza. Le bureau de presse gouvernemental condamne fermement ce nouveau massacre perpétré par Israël contre des civils et dont des enfants et des femmes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.